Ben, qu'est-ce qui me passionne l'immobilier, c'est que c'est très créatif. Puis, dans le fond, on peut faire aller notre imagination au maximum de ce qu'on peut créer, puis imaginer. Puis, c'est ça qui est ma force à moi, c'est de créer des nouveaux produits, développer des nouveaux marchés, arriver avec des choses plus flyées, attirer l'attention avec des détails que les autres ou d'autres entrepreneurs n'utilisent pas. Exemple, quand j'ai commencé à faire des maisons haut de gamme à Lorraine et à Fontainebleau, je faisais des bâtiments commerciaux, puis j'ai commencé à mettre des portes de garage sur les maisons avec des carreaux vitrés. Puis ça a fait que mes maisons se démarquaient parce que tout le monde utilisait des portes de garage en aluminium, puis avec les petits carreaux de fenestration, dernier panneau en haut. Puis là, tout le monde parlait de mes maisons parce qu'ils trouvaient ça super original de voir des maisons très modernes, très contemporaines avec des verres transparents ou des verres givrés. Puis ça a fait parler beaucoup de moi. Puis j'ai toujours arrivé avec des nouveaux concepts. Exemple, mes bâtiments commerciaux, au lieu de les faire seulement qu'en structure d'acier, j'ai commencé en 2005 à bâtir des tours à bureaux en structure de bois laminé collé. Fait qu'on était dans les premiers entrepreneurs à monter des structures de bois dans des bâtiments commerciaux. Puis les gens me traitaient de fou dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, à Québec, il y a un bâtiment qui se fait, je crois, c'est 15 ou 16 étages, justement en bois laminé collé. Fait que il est juste 14 ans plus tard. Fait que c'est ça qui fait qu'on se démarque. Puis c'est l'innovation, c'est la liberté d'emmener des nouvelles choses sur le marché. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je reçois une légende dans l'immobilier, Monsieur... Ça va bien? Yes, Monsieur Ray Junior Courtemanche. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Alright, et pour tout le monde, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Ray, merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue-là avec toi. Je sais que tu as un horaire chargé, tu es dans beaucoup de choses en même temps. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, vite, est-ce que tu peux te présenter et expliquer qu'est-ce que tu fais présentement? Dans le fond, je me présente. Je suis nommé l'entrepreneur en série de la Rive-Nord du Grand Montréal. Je suis entrepreneur depuis mon tout jeune âge. J'ai commencé à vendre des t-shirts, j'avais 5 ans. 14 ans, j'ai commencé une entreprise en aménagement paysager. Puis à 21 ans, j'ai commencé à faire de la construction. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui me démarque beaucoup, c'est le projet qu'on est présentement ici, la Cité de Mirabel. Okay. Puis c'est pas mal tous les projets qu'on fait qui nous démarquent dans le fond du marché de l'immobilier. Wow! Puis tu as combien de projets qui roulent en ce moment? Là, en ce moment, on a les villas, qui est un concept de maison de ville haut de gamme avec un clubhouse, une piscine, un gym, une salle communautaire. On a la première tour en béton qui va être construite au nord de la rivière des Mille-Îles, de 15 étages. Okay. Puis c'est le projet Sky Blue. Mm-hmm. Puis en même temps, on a nos tours à bureaux ici, on a notre parc industriel sur Arthur-Sicard. On a des stations de service, on a des bâtiments pour des restaurants, on a des bâtiments pour bureaux, places d'affaires, récréo touristique. Puis on travaille aussi sur le projet d'hôtel qui est un de nos plus grands obstacles à cause du financement. Les institutions financières, ils ont moins le feeling d'avoir le goût de financer des hôtels. Ça, c'est clair. Fait que c'est notre plus grand défi en ce moment, c'est l'hôtel, mais j'y tiens vraiment, puis je persévère, puis là, on devrait peut-être annoncer de quoi reste bientôt. Là. Wow! Juste pour le monde qui ne sait pas, t'as quel âge présentement? Là, en ce moment, j'ai 49 ans. 49 ans? Ouais. T'as commencé, t'avais quel âge?
À travailler vraiment, j'avais 5 ans, 5 ans et demi, je vendais des t-shirts. Ouais, j'avoue. Puis tu t'es, si on pourrait dire, comment on pourrait dire ça, mais que tu t'es officiellement lancé en business? Officiellement, c'est quand j'ai commencé mon entreprise en aménagement paysager. OK. Puis j'avais 14 ans, puis là j'avais fait une entreprise, ils appelaient ça des enregistrements d'entreprise. Ouais. Fait que c'était aménagement paysager bonsaï enregistré. OK. Puis en 1987, mais j'ai pris la même entreprise puis je l'ai incorporée dans le fond. Wow, très beau parcours. Mais puis avec tout ce que tu dis, parce que là c'est le fun parce que la majorité des gens, comme je te disais tantôt, que j'ai fait passer en entrevue, c'était tout du monde qui était des spécialistes ou des experts ou des investisseurs ou des coachs en immobilier. Mais toi, qu'est-ce que j'aime avec ton parcours? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu as utilisé l'immobilier comme effet de levier, clairement avec tout ce que tu brasses présentement, mais en même temps, tu es comme un immopreneur. Comment tu trouves ça? Pas comment tu trouves ça, mais tu sais quoi? Je vais reformuler ma question. Pour les gens, ton jour, pas ton jour 1, mais comment tu as commencé justement dans les industries de bonsaï? Qu'est-ce qui a fait que... Ben dans le fond, c'est que je suis un gars, j'adore performer. OK. Puis je suis jamais satisfait à 100% de ce que je réalise. Puis je veux tout le temps faire mieux, puis faire plus. Mais pour moi-même, j'adore être le numéro 1 dans presque tout ce que j'entreprends. Puis j'aime ça que mes produits ou ma façon de faire se démarque énormément. C'est un peu mon brand. Puis, dans le fond, quand j'étais en aménagement paysager, mais je suis devenu un des plus grands entrepreneurs paysagers sur le Grand Montréal. Fait qu'on avait monté l'entreprise à presque 120 employés, 65 machines sur la route. Tu avais commencé à Laval, je ne me trompe pas? Exactement. En plus. Puis, quand j'ai commencé, mais c'était seulement que la tombe de gazon. Fait que je voulais être le plus gros entrepreneur dans la tombe de gazon. À 16 ans? Oui, wow. Même 14 ans. Là. Puis là, on est devenu comme l'entreprise qui avait le plus de clients. Ça, cette clientèle-là, mais ça nous emmenait une clientèle naturelle qui nous demandait des services, d'arracher des arbres, de poser des dalles pour faire un patio dans la cour ou en entour de la piscine, des chutes d'eau qui coulent dans la piscine. Des jeux de lumière, parce qu'un aménagement paysager peut être aussi beau le soir que le jour, mais il faut faire une magie avec la lumière, avec des jeux de lumière, l'ombrage dans les arbres, tout ça. Même dans l'eau, on voyait l'eau couler avec des éclairages submersibles qui vont en dessous de l'eau. Puis ça a fait que je suis devenu un des plus grands entrepreneurs en aménagement paysager, puis en pose de murets, en pavé imbriqué, trottoir, puis tout ça. Puis ça a fait que j'avais tellement de contrats que là, je faisais travailler beaucoup d'entreprises qui avaient des camions de transport. Fait que j'ai parti une compagnie de transport par la force des choses parce que j'avais besoin de beaucoup de camions. Fait que je suis devenu un des transporteurs de matériaux en vrac avec le plus de camions sur la route qui faisait de la location de machinerie de transport de matériaux en vrac. Fait qu'on a travaillé sur la 30, on a travaillé au 10-30, on a travaillé à la démolition de la GM, la reconstruction du Faubourg Boisbriand, on a travaillé sur la 13, sur la réfection des pavages, des autoroutes, des grands axes routiers. Fait que tout ça, ça a fait que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs en construction, puis j'ai vu beaucoup de construction. Puis c'est ça qui m'a emmené par la force des choses à m'intéresser à la construction. J'avais personne dans le milieu familial ou dans mes contacts qui était... T'avais personne dans ton entourage, dans ta famille proche, direct? Non, ça a vraiment commencé parce que je travaillais sur des chantiers de construction, puis je voyais les gens créer des buildings, tout ça, puis ça me passionnait. Puis là, à un moment donné, j'avais parti un centre jardin en 1991. Ouais. Puis le centre jardin est venu tellement en expansion, que j'ouvrais le matin très tôt, mettons vers 5h30 le matin, parce que les gars qui allaient travailler sur des chantiers de construction, ils arrivaient le matin à 5h30, ils partaient leur camion, faisaient leur ronde de sécurité pour s'assurer que le camion est en bon état de marche pour blesser personne sur la route.
Puis là, ben, il fallait qu'il arrive à Carrière à 6h15, 6h30, charger des matériaux, puis arriver sur le chantier à 7h pour que ceux qui travaillent aient du matériel. Fait qu'on commençait très tôt. Puis là, les gens dans le quartier où on était à Champfleury, ben les gens se plaignaient qu'on faisait du bruit tôt le matin, la poussière, puis tout ça. Puis là, la ville m'a fortement recommandé de fermer mon centre de jardin. Exactement. Puis là, ben, je me suis ramassé avec un immense terrain que je pouvais plus exploiter. Des clients en centre de jardin, exactement. Puis là, c'est là que je me suis dit, ben, je devrais construire un projet commercial. Fait que j'ai vraiment commencé à faire du bâtiment commercial, dont mon nouveau bureau qui était sur Michelin, qu'on a construit un building de 32 000 pieds carrés. Wow. Puis après ça, parallèlement, mais je travaillais le concept pour bâtir le premier bâtiment en bois laminé collé à bureau sur le terrain du centre jardin. Fait que c'est ça qui m'a amené à créer des bâtiments différents. Puis le bâtiment laminé collé de bureau a été mon deuxième bâtiment à vie que j'ai construit commercial. J'avais pas encore fait de maison encore. Puis je faisais déjà des bâtiments de 2 étages. T'avais-tu tes cartes de contracteur général ou ton associé l'avait? Non, j'en avais pas du tout. Je suis allé passer tous mes examens. Puis, comme je suis pas une personne qui aime vraiment étudier puis j'ai pas le temps, ben je suis allé passer l'examen, puis j'ai eu des très bonnes notes, puis ils m'ont donné ma licence, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Wow! Puis si on retourne en arrière vite, ton background familial, tantôt tu en as parlé brièvement, mais ton background, ton père, tes oncles, ta famille, il y a des entrepreneurs, des gars de construction, des investisseurs immobiliers? Non, il y avait personne dans l'investissement immobilier, il y avait personne dans la construction, personne dans les banques, ni dans les placements investissement. Mon père, il était mécanicien, puis en étant mécanicien, ben lui, il était passionné de l'automobile. Ouais. Fait qu'il était pilote de course. Fait que c'est ça qui a fait que moi aussi, j'étais passionné des voitures de course. Puis je suis devenu un pilote professionnel de la série NASCAR, puis de la Formule Ford. Mais j'aimais pas la mécanique, je trouvais ça salissant. J'ai travaillé quand même un bout au garage à mon père quand j'étais plus jeune comme pompiste. J'ai fait aussi des changements d'huile, des freins, de la mécanique mineure. J'allais pas défaire les moteurs puis refaire les moteurs, mais j'ai été tout de suite mis dans le bain de me débrouiller puis de travailler puis d'être persistant dans mes démarches pour justement bien faire les choses. Parce que quand tu répares une voiture, mais les gens, ils savent pas, mais t'as la vie des gens entre tes mains. Si tu fais une réparation de frein et elle est mal faite, mais les gens, ils risquent de freiner puis que les freins fonctionnent pas, puis de se blesser eux-mêmes puis de blesser d'autres personnes. Tu peux pas négliger, c'est important de bien faire les choses. Effectivement. Puis, c'était qui tes modèles d'abord? Dans le fond, qui tu t'inspirais? Mon modèle premier, ça a été mon père, parce qu'il m'a tout de suite introduit dans les affaires, faire du service à la clientèle, être poli avec les gens, respecter les gens si on voulait que les clients reviennent, mettre de l'essence, qu'ils reviennent au garage, qu'on répare leur voiture, parce que souvent les mécaniciens ont une mauvaise réputation. Tu sais, quand tu entends parler d'histoire de garage, mais mon père, même après 40 ans, il avait encore les mêmes clients, mais au lieu d'en avoir un, il y en avait 1000. Fait que quand tu as 1000 clients que tu as bien entretenus, puis qui reviennent année après année, ben, tu ne recherches pas de la clientèle, tu as déjà ta clientèle. C'est une façon de faire qui est applicable dans tous les domaines, dans toutes les sphères de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Puis ça fait aussi que tu travailles plus intelligemment au lieu de travailler fort à toujours essayer de courir après la nouvelle business. Exactement. Là, la business revient à toi. Comment l'investissement immobilier a pu contribuer à ton succès? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Comment que ça a pu jouer? Ben, dans le fond, comme j'expliquais tantôt, c'est de réaliser des choses que tu ne deviens pas en compétition avec les autres. Fait que si tu es capable dans ta vie d'avoir une façon de faire qui te démarque, mais automatiquement, tu ne deviens pas un compétiteur pour quelqu'un d'autre, puis automatiquement, tu ne te mets pas dans un bassin où ce que tout le monde se bat pour le même produit à vendre. Effectivement. Fait que
même quand j'étais en aménagement paysager, j'avais une façon de faire qui était différente de ma compétition. C'est que quand moi je partais d'une maison, toutes les plates-bandes étaient bien nettoyées, n'avaient pas de mauvaises herbes. Pas les poirons, le contour des plates-bandes était bien tranché avec une tranche à herbe pour que ça soit propre. Le weed eater était bien passé partout. Je laissais pas mes sacs de déchets de gazon chez les clients. Fait que quand un client arrivait chez eux, son terrain était nickel, puis il n'y avait pas à gérer ses sacs à vidange en plus. Fait que déjà là, je me démarquais, puis là, les gens en parlent, puis ça l'emmène un client, un autre client, un autre client. Puis ça a été la même chose en aménagement paysager. Quand on a commencé à faire du pavage, mais au lieu de faire des stationnements très simples, carrés, pas de créativité, on mélangeait beaucoup de design dans des courbes, dans des formes, même si le stationnement il aurait dû être droit comme on voit partout, on était porté à créer des vagues de contours, de mélanger deux types de pavés. Fait que là aussi, on s'est démarqué. Ça a emmené énormément de nouveaux contrats. Puis quand je suis arrivé, comme je disais tantôt dans l'introduction, même quand j'ai commencé à faire des maisons, j'avais pas le goût de faire des maisons comme tout le monde. Fait que j'ai commencé tout de suite à me démarquer en mettant des mains. Tout le monde faisait des maisons style château victorien. Moi, je voulais faire des maisons ultra modernes, contemporains, avec porte de garage vitrée, des immenses fenêtres. Fait que j'allais chercher mon côté artistique d'aménagement paysager pour que les gens, quand ils étaient dans leur maison, qui avaient quand même l'impression d'être à l'extérieur parce qu'il y avait des grandes fenêtres. Fait que je créais un style de vie. J'emmenais pas juste un look de maison. Tout à fait. Puis est-ce que j'imagine aussi côté plus investissement puis stratégique, j'imagine que tu utilisais tes biens comme effet de levier? Parce que j'imagine que tu sortais pas tout le temps ton cash pour financer tout ça. Dans le fond, tout entrepreneur prend son cash flow pour la mise de fonds minimale demandée par les institutions financières, mais la balance a été financée par des banques. Fait que, tout dépendamment du projet, il y a des critères différents. Exemple, comme même si j'ai un succès incroyable avec tout ce qu'on construit, les banques ont quand même une crainte puis une restriction pour bâtir un hôtel. Sans ça, elle serait déjà construite. Fait que même si tu as tous les talents du monde, mais si le background aussi qui est... Exactement, mais si la vision de la banque dans leur modèle d'affaires, un hôtel pour eux, c'est à risque. Même si tu t'appelles n'importe quel nom, ils vont mettre les barres encore plus haut, plus de mise de fonds, plus de cash. Fait que si, admettons que je suis le pattern des banques, puis ils veulent que je mette exemple, je te donne un exemple, 50% de mise de fonds, là, au lieu de faire 3 projets avec 20% de mise de fonds au lieu de 50, mais je suis mieux de faire 3 projets pour le même investissement que je mettrais dans l'hôtel. Fait que oui, je mets l'hôtel de côté, j'aime mieux utiliser le 50% de mise de fonds dans l'hôtel puis créer 3 autres projets connexes à la place de juste faire un projet. Fait que j'en fais 3 avec la même mise de fonds. Puis avec le temps, ma mise de fonds grandit. Puis peut-être qu'un jour, je vais être capable de mettre le 50 pour faire l'hôtel. Je comprends. Fait que je mets les valeurs aux bons endroits. Tout à fait, tout à fait. Puis, est-ce que tu dessines des portes? Récemment, on avait accumulé 320 portes. Puis on vient de vendre ça à un REIT de Toronto. Les 320 portes neuves avec mes partenaires avec qui j'avais monté ce projet-là. C'est un projet neuf, j'imagine? Oui, c'est un projet locatif? Vraiment neuf, locatif, qu'on vient de notarier. Puis ça se trouve être la plus grosse transaction immobilière résidentielle qu'il y a eu en une transaction sur la Rive-Nord depuis l'existence de l'immobilier. Wow! Puis est-ce que tu crois... est-ce que tu en gardes? Là, tu as tout vendu, mais est-ce que tu... Là, j'ai... sur le long terme, c'est... Du résidentiel, en ce moment, j'en ai plus. Mais j'ai quand même beaucoup de bâtiments. J'ai des stations d'essence qui m'appartiennent. Pas les opérations, mais le terrain, bâtiment, la structure du site. J'ai des tours à bureaux comme ici. J'ai des bâtiments où est-ce qu'il y a des restaurants.
J'ai... ça te génère des revenus passifs? J'ai, mettons, un Jiffy Lube puis un Vitro Plus, mais le building m'appartient, mais c'est de la location. Le laser tag, le building m'appartient, mais c'est en location. Fait que j'ai quand même beaucoup de bâtiments qui m'appartiennent, mais commercial, industriel, institutionnel, puis station d'essence. Et toi, tu touches à tous les domaines. Là, comment tu trouves? Est-ce que tu sens que parce qu'à t'écouter parler, on dirait que tu pourrais pas juste te satisfaire d'avoir juste, admettons, des portes résidentielles, puis même si tu serais à l'aise financièrement... Sérieusement, non, parce que je suis un gars qui a tout le temps besoin de faire quelque chose, puis j'aime pas tout le temps faire la même chose. Le fait que je touche à des bâtiments médicaux, des stations de service, des tours à bureaux, des bâtiments industriels, des projets industriels, je m'occupe de créer les infrastructures, égouts sanitaires, aqueducs, faire les rues, faire les bordures, les lampadaires, faire le concept du projet. Dans le fond, je démarre d'un terrain qui est brut, une forêt ou un champ, puis je l'amène à être prête à construire. Mais de A à Z, je gère tout, là, les C32 et C22 avec le ministère de l'Environnement. Je négocie avec toutes les règles qu'on doit respecter pour emmener un projet qui est conforme selon tous les règlements municipaux puis gouvernementaux. Fait que je suis passionné, puis pour moi, c'est ça qui me donne la drive puis mon carburant, dans le fond. Tantôt, on parlait de ça par rapport à tes effets de levier puis tout ça, mais est-ce qu'avec tes biens, ton profil d'investisseur puis d'entrepreneur, immopreneur, est-ce que c'est beaucoup plus facile pour toi d'aller chercher du financement ou de te faire dire oui par les banques ou des investisseurs? Mais justement, c'est souvent des gens, c'est un tabou, ils veulent pas le dire, mais quand tu arrives à un niveau, plus ton niveau vient des plus gros bâtiments, ben plus les critères des institutions financières sont exigeantes. Ah ouais, c'est plus élevé? Oui. Fait que je vais te donner un exemple, Sky Blue. Ouais. Mais tout faire le montage financier pour monter une tour de 15 étages, mais ça m'a pris quasiment un an à tout monter, emmener la sécurité aux institutions financières, puis si j'aurais fait un triplex, ça aurait pris une demi-heure. C'était réglé, mais là, ça a pris un an. Wow. Fait que même si tu as beaucoup d'expérience, si c'est un marché qui rend les institutions financières inconfortables parce que ça s'est jamais fait, en plus. Ben, à leurs yeux, c'est un risque. Parce que pourquoi que ça s'est jamais fait dans le passé, puis que moi, je suis un freak, puis j'ai le goût de faire un tour de 15 étages sur la Rive-Nord, ben automatiquement, ça crée une barrière aux yeux des institutions financières. J'aurais pas pourtant pensé l'opposé en plus. Exactement. Tout le monde pense que c'est facile, mais j'ai autant de misère, moi, à faire financer un projet que quelqu'un pourrait avoir de la misère à faire financer un quadruplex ou un 12plex. Hein. Wow! Puis, en parlant de ça, justement, ça nous amène à cette question-là. C'est quoi un de tes plus gros challenges que tu as fait face? Ben, le plus gros, dans toute ma carrière? Ben, même pas juste le plus gros challenge. Tu sais, un coup dur, là, quelque chose que t'as mangé un coup, mais tu t'es relevé. Ben, c'est tout le temps le financement. Dans le Pour vrai, c'est tout le temps ça qui te bloque. Le seul... Si j'aurais du financement qui serait comme... Pas facile, parce que c'est sûr du financement, il y a des règles à suivre, tout ça, mais si les gouvernements, les institutions financières seraient plus ouverts, puis que j'aurais un support, exemple, différent parce que j'ai beaucoup d'expérience, puis que j'ai fait mes preuves, j'ai livré chaque produit que j'ai annoncé, je l'ai emmené à terme, ben aujourd'hui, j'aurais peut-être fini à Cité Mirabel. Wow! Fait que chaque projet, c'est une nouvelle épreuve, un nouvel obstacle, puis c'est tout le temps la même affaire-là. Mais t'aurais-tu une anecdote que tu pourrais nous raconter, quelque chose? C'est sûr que ça n'a pas eu tout le temps, ça n'a pas toujours été parfait, puis tout a été beau. C'est sûr que tu as dû avoir un obstacle, pas un challenge, mais vraiment quelque chose où est-ce que c'est comme, oh my god, c'est un coup dur, mais j'ai appris de ça ou... Ben dans le fond, c'est encore relié au financement. Ah ouais? Je partais un projet, j'avais eu les acceptations, tout était autorisé. Fait que j'ai démarré le projet, puis à un moment donné, il y a quelqu'un à l'interne, à l'institution financière, qui s'est dit « Ah ben là, moi je suis pas confortable là-dedans. » Fait qu'il a créé une crainte dans le groupe. Puis là, ben ils se sont retirés, puis j'avais déjà starté le projet. Mais je l'ai starté parce que tout était confirmé qu'il allait de l'avant.
Fait que là, t'avais sorti de tes poches, Fait que moi, j'avais starté le projet, j'avais fait les salaires, tout était en construction. Puis à la dernière minute, je me suis fait dire finalement, on y va plus parce qu'on n'est plus confortable. Mais tu peux rien faire pour ça. Là. Fait que comment ça s'est terminé? Ben, j'ai continué à bûcher, puis j'ai trouvé une autre institution financière qu'ils ont eu une ouverture, puis ils ont cru au projet, puis j'imagine on l'a réalisé. J'imagine que t'as pas cogné à la première porte, puis tu t'es fait dire oui. J'imagine que t'as fait face à des noms pour tomber sur ton oui. Exactement, wow. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça? Exactement. Wow! Ça serait quoi les conseils, 3 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui aspire à devenir comme toi ou qui aspire juste à se lancer en business, dans l'immobilier comme investissement ou quoi que ce soit? Ben, dans le fond, il y en a plus que 3. Le premier, c'est de jamais s'arrêter puis de pas baisser les bras à chaque obstacle parce que dans le fond, il n'y a rien qui se passerait. L'autre, c'est de jamais compter ses heures. Quelqu'un qui, tu sais, aujourd'hui, je suis rendu peut-être à 38 ans à mon compte, puis je fais encore 70-75 heures par semaine, puis ma conjointe, mes enfants, même mon personnel me reproche de trop travailler, mais si je fais pas ça, ben ça ne fonctionnera pas. La façon que je le représente le plus, c'est que quelqu'un qui va aux Olympiques, celui qui est sur la première marche du podium qui a la médaille d'or, c'est lui qui a fait le plus de sacrifices, c'est lui qui a mis le plus d'énergie, puis c'est lui qui s'est entraîné le plus. C'est tout à fait. Parce que celui qui a la médaille d'argent, ben au lieu de faire 80 heures, il en faisait peut-être 77. C'est le 3 heures de plus que l'autre a fait qui est sur le podium de la médaille d'or, qui est sur le podium de la médaille d'or. Tout à fait. Que jamais compter ses heures. Tu t'achètes pas une job, tu t'achètes un succès, tu t'achètes des buts, tu t'achètes des rêves. Fait que ça se paye avec les efforts que tu vas mettre. Puis un autre point que j'utilise souvent, faut jamais que tu t'arrêtes comme si tu te en train de faire de l'escalade. Puis tu aurais un harnais qui aurait lâché, puis que tu tiens avec 2 roches, puis il reste 3 pieds avant d'atteindre le sommet, mais là que tu n'as plus de corde, tu n'as plus rien. Est-ce que tu vas lâcher tes doigts, tu vas te laisser tomber en bas dans le précipice, ou que tu vas mettre les efforts jusqu'à ta mort, jusqu'à temps que le sang te sorte en travers les craques des ongles? Fait que c'est ça qu'un entrepreneur. Yes. Quelqu'un qui détient un bien immobilier ou des placements, mais quelque chose qu'il peut utiliser comme effet de levier. Qu'est-ce que tu suggères, mettons, quelqu'un qui veut starter, qui veut se lancer, puis il y a cet outil-là qu'il peut utiliser? Admettons, tu conseillerais ça? Ben, dans le fond, chaque personne a leur valeur de risque à supporter ou à prendre. Ce que je crois, moi personnellement, on a vu récemment ma fille faire la une de tous les médias. Elle a 18 ans et elle a acheté sa première maison. OK. À 18 ans, j'avoue que... Fait que si on prend une hypothèque de 20 ans, mais ça veut dire qu'en partant, si elle l'a acheté à 18, ben à 38 ans, elle va avoir une maison payée. C'est fou. Fait que si quelqu'un a l'argent, ben elle peut investir dans ses enfants pour les aider justement à avoir un effet de levier pour pouvoir acheter sa première maison. La personne peut acheter un triplex pour débuter, pour goûter c'est quoi l'immobilier, mais pas partir et s'acheter un 30plex quand tu as 0 expérience, parce que tu risques de faire des erreurs. Fait que l'erreur est moins dangereuse sur un triplex que sur un 24plex. Tout à fait. Puis de goûter c'est quoi faire des bails, c'est quoi gérer des locataires, c'est quoi faire de la réparation, c'est quoi faire de l'entretien. On hivernise une maison l'hiver, oui, parce que une chose très niaiseuse, tu laisses un boyau visser après la maison, puis que l'eau elle s'est pas drainée, qu'est-ce qui va arriver? Ben l'eau elle va geler dans le tuyau, elle va geler aussi dans le main qui rentre à l'intérieur de la maison, puis le tuyau va gonfler, mais que ça dégèle au printemps, ben il va y avoir de la fuite d'eau dans les murs de la maison. Fait que, il y a plein de choses à apprendre. Il y a les pits à nettoyer. S'il y a une pompe dans un frostpit, mais
c'est de le nettoyer, enlever la petite roche, parce que s'il y a une roche qui rentre dans l'hélice qui absorbe l'eau, ben l'hélice va jammer. Quand l'eau va monter, le sous-sol va inonder. Effectivement. Fait qu'il y a tous ces petits détails-là à étudier et à apprendre. Puis c'est des banalités, mais sont un dommage d'un sous-sol inondé, c'est catastrophique comment ça coûte. C'est faux, puis on a vécu ça cette année justement en 2019. Là. Beaucoup de familles ont passé par là. En parlant d'erreurs, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois que soit des investisseurs ou des immopreneurs font? Ben moi, ce que je crois, c'est que exemple, quand j'ai commencé à faire des projets, ben, au lieu de faire 8 bâtiments en même temps, comme je fais aujourd'hui, ben, j'en ai fait un. OK. Ben, les gens qui commencent, ils commencent, mais ils veulent avoir 4 triplex dans la même année. Effectivement. Mais ils n'ont pas d'expérience dans tous les autres points qu'on a dit précédemment. Ouais. Fait que c'est ça qui risque de leur arriver des pépins. Fait que moi, ce que je conseille, c'est partir avec un plus petit bâtiment, se faire les dents, dans le fond, ou faire son expérience dans une année avec un building, apprendre les bails, les risques de locataires, puis tout ça. Puis là, après ça, ben, tu peux en acheter un deuxième. Puis si tu es une personne qui apprend rapidement, mais là, ben, dans la même année, dans l'autre 6 mois, tu peux peut-être acheter un autre bâtiment, mais c'est d'y aller prudemment, comme dans tout, dans le fond. Une autre chose que tu vois que les erreurs que les gens font? Autre erreur, ben, la soif de vouloir acheter un building, puis de pas assez avoir de cash flow, puis d'aller emprunter avec un prêteur en deuxième rang avec des taux de 9, 10, 11, 12, 13%, puis que le building, ben, il n'y a pas vraiment une valorisation à faire dessus, puis que, je sais pas moi, il y a 20 000 de profit à faire, exemple. Ouais. Puis là, ben, t'en as payé 18 d'intérêt, ben, ton gain, c'est 2000 $. Fait que des fois, t'es mieux de laisser passer le deal, puis ramasse, fais-toi de l'argent, puis essaye de partir avec ta mise de fonds. Là. Tout à fait, tout à fait. Une erreur que toi t'as faite, que tu te souviens? Que je me souviens comme ça, là, c'est d'avoir parti un fleuriste, parce que j'avais parti le centre jardin. OK. Puis je voulais qu'il roule 12 mois par année. Puis là, ben, j'ai jasé avec tout mon staff à l'interne, de savoir s'ils aimeraient ça travailler 12 mois par année. Mais ils me disaient oui, mais dans le fond, j'avais beaucoup de monde qui préférait pas travailler l'hiver et d'avoir du chômage. Puis là, ben, quand j'ai parti le centre jardin, ben pas le centre jardin, mais le fleuriste dans le centre jardin, ben, il fallait que je me réengage du nouveau personnel. Wow. Puis là, ben, les gens, tu sais, me donner un exemple, la vache à lait d'un fleuriste, c'est les gens qui décèdent des salons funéraires. Pour vrai? C'est eux autres les plus gros clients? Parce que les gens, dans le passé, donnaient des immenses couronnes de fleurs, donnaient des paniers avec des fleurs, puis les fleuristes, ben ces fleurs-là, dans le fond, ils les donnent 2 jours avant qu'il y ait la cérémonie, puis que les gens se fassent enterrer. Mais là, les fleurs, ils n'ont pas besoin d'être neuves. Tout à fait, j'avoue. Fait que là, ben, ils passaient leur stock plus vieux dans les arrangements funéraires. Puis là, ce qui est arrivé, ben, avec le temps, ben, les gens ont commencé à donner de moins en moins de fleurs. Fait que tu n'avais plus de grosses commandes de couronnes puis de baskets de fleurs. Fait que là, les gens, ben, ils donnent un don pour le recherche pour le cancer au lieu de donner un bouquet de fleurs. Fait que là, ben, il y a de moins en moins de fleurs. Puis, les gens donnent encore moins de fleurs pour les événements. Fait que le seul événement que le fleuriste roulait vraiment, c'était à Saint-Valentin. Wow! Puis tous les autres événements, comme à Pâques, donnaient quasiment plus de fleurs. À la fête des mères, ils donnent presque plus de fleurs. Les gars, ils sont moins portés à donner des fleurs à leur conjointe. Fait qu'il y avait encore moins de ventes de fleurs. Fait que finalement, c'est une des entreprises que j'ai mis beaucoup d'énergie pour finir à la fin avec zéro bénéfice. Là. OK. Wow. Puis, des traits de caractère que tu as remarqué à travers comment je peux dire, les immopreneurs comme toi? Des traits de caractère, là, comme... Ben, c'est des gens qui ont beaucoup de rêves, des gens qui sont passionnés de gérer leurs propres choses à eux-mêmes, des gens qui n'ont pas peur du risque. Puis ça prend quand même aussi quelqu'un qui est des gens habiles.
Faut pas juste que tu aies le goût d'avoir de l'immobilier, faut que tu aies une base pour faire ton entretien, gérer ton administration, la vente, comment aller chercher tes clients, comment valoriser ton building. Fait que c'est des gens qui sont créatifs. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que toi, tu continues de te former? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu... dans le fond... Toi, t'apprends sur le tas? J'apprends sur le tas, mais je parle à tellement de gens que des fois, je parle à quelqu'un qui m'approche pour me demander des trucs ou quelque chose pour les faire avancer dans un domaine. Puis je leur reviens la question après avoir répondu. Je leur demande eux qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis là, les gens m'expliquent qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis tout ça. Puis je les écoute, puis je m'intéresse à qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter. Puis indirectement, j'apprends quelque chose qui va m'aider dans ce que je fais déjà. Fait que je suis toujours à l'écoute dans le fond. Où tu vas chercher ta motivation? Ton inspiration plutôt? C'est de créer, je crois. Ah ouais? Je suis passionné de créer des nouvelles choses, puis d'emmener du bonheur autour de moi, d'emmener du rayonnement. J'aime ça voir les gens heureux, puis que les gens m'apprécient de la personne que je suis. Tu sais, tout le monde dit que je suis simple, je suis pas compliqué, c'est vrai. je suis toujours souriant, les gens me trouvent gentil. C'est accessible aussi, c'est comme ça que j'ai pu faire la vidéo avec toi. Fait que c'est ça qui me valorise puis qui me donne la drive puis la passion. Yes, puis petite dernière question, quel conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Je le fais déjà dans le fond avec mes enfants. Okay. Moi, j'ai pas de secondaire 1. Fait que t'as pas de secondaire 1? J'ai arrêté en 6e année. Wow! Puis, si j'aurais atteint au moins secondaire 5, je serais encore meilleur que je suis aujourd'hui. Fait que ce que j'ai conseillé à mes enfants, c'est de bien performer à l'école, mais tout en les introduisant dans le domaine du travail. Fait qu'ils travaillent depuis qu'ils ont l'âge de 13 ans. Okay. À tous les étés, ils ont un emploi, sans exception, à chaque année. Dans tes entreprises? Non, même pas? Non. Même pas? Ils n'ont jamais travaillé réellement à temps plein pour moi. Ils travaillent comme Chloé, elle a fait, Maxime aussi, on travaillait les deux dans un centre de karting. Fait qu'ils s'occupaient du camp de jour du centre de karting. Ils avaient 13 ans, fait qu'ils ont appris aux autres jeunes comment faire l'entretien de leur kart, mélanger leur essence, vérifier leurs pneus, la sécurité. Wow. Après ça, ils ont travaillé dans l'aménagement paysager, dans l'entretien pour un autre entrepreneur paysager. Après ça, Chloé a travaillé aussi dans une station de service, fait qu'elle se levait à 4h30 le matin pour aller travailler. Fait que je les ai tout de suite introduits dans le domaine du travail pour qu'ils connaissent les efforts qu'on doit faire pour gagner $1. Puis en même temps, je les pousse beaucoup à aimer l'école puis à être satisfait des résultats qu'ils réussissent à atteindre à l'école avec les efforts qu'ils ont fait. Okay. Puis là, les deux sont rentrés. Maxime va rentrer cette année au cégep. Puis les deux ont pris administration des affaires, gestion de l'entrepreneuriat. Puis là, le bagage que moi je suis capable de leur donner, plus l'éducation qu'ils vont chercher à l'école, quand ils vont commencer dans le domaine à temps plein, ils vont être encore plus forts que moi dans le fond. Effectivement, vite, est-ce que tu les pousserais plus à des cadres à travailler pour quelqu'un ou plus à se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est sûr, dans l'entrepreneuriat. J'aime ça. Est-ce que tu es prêt pour le Freestyle Blitz? Oui. Yes. Petite question pour toi. Chat ou chien? Est-ce que tu es plus chat ou tu es plus... Plus chien. Parfait. Café ou thé? Les deux. Pour vrai? Oui. Est-ce que tu es un couche-tard ou tu es plus un lève-tôt? Les deux. Les deux, tu te couches tard et tu te lèves tôt? Je me couche très tard puis je me lève très tôt. À quelle heure tu te couches? Des fois, je peux travailler jusqu'à 1h30, 2h du matin. Puis je me lève à 5h30, 6h. Wow! OK. T'es pas fatigué? Non. As-tu des siestes, j'imagine? Même pas, jamais. Même pas? Je parlerais à toute ma famille, jamais ils me voient dormir le jour. Wow! Jamais. OK, là, tu viens de me donner un coup de pied dans le derrière parce que moi, je me lève tard, je me couche tard puis je me lève tôt, mais il y a des journées, il faut que je prenne une sieste. Là. Mais pour vrai, je suis même pas capable. J'ai trop de choses dans ma tête, puis même
si je m'étendrais pour essayer de me concentrer, faire une sieste, ça bouillonne tellement que je suis pas capable de m'endormir. Ok, ça n'a pas rapport dans le Freestyle Blitz, mais par rapport à toutes les affaires que tu as dans ta tête, les millions d'idées, les projets, c'est quoi ta petite stratégie de productivité que tu fais pour passer à l'action? Ben, dans le fond, je pense à quelque chose, puis quand je rentre dans le bureau, je le mets tout de suite en action. Ok, tu tardes pas, tu ne le mets pas dans un cahier, puis après ça, tu reviens là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on est autant en bouillonnement. Là, effectivement. Tu nous vois sur les réseaux sociaux, on est tout le temps avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles stratégies, des nouveaux noms, nouveaux logos, de nouvelles images. Fait qu'en d'autres termes, tu as une idée sur ta rapidité d'exécution, c'est ça? Exactement. Sans ça, si quelqu'un d'autre y pense, il va être en avant de nous. On veut pas. On veut créer puis être les leaders si on peut. Oui, tout à fait. Un livre que tu recommandes? Ben, je le lis ici, dans le fond. Ça me ressemble beaucoup. C'est un livre où est-ce que je me suis retrouvé le plus, autant dans mon bouillonnement de mes idées que toutes les épreuves, les obstacles que j'ai avec les institutions financières pour emmener à terme mes projets. Mais où est-ce qu'on retrouve le plus mon histoire? C'est dans le livre des 100 ans de la magie de Walt Disney. Puis tu le lirais, là, puis je t'expliquerais de A à Z toutes les épreuves que j'ai eues à franchir pour réaliser ce que je réalise. Mais il a vécu les mêmes choses parce que aussitôt que tu deviens avant-gardiste, mais t'es tout le temps en mode... ils sont toujours en blocage dans le fond parce que t'emmènes tellement quoi qu'ils sont pas habitués de dealer que tout de suite, ça marchera pas, c'est impossible que tu puisses réaliser ça, c'est trop à risque. Fait que t'es tout le temps en mode que faut que tu te justifies puis que tu te battes pour réussir à emmener à terme tes projets. Fait que si vous voulez avoir l'inspiration, la magie des 100 ans de Disney. Yes, wow! Puis tu en as parlé aussi quand je t'avais vu en conférence à l'événement de Sébastien Sperno. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Le super pouvoir, dans le fond, d'enlever la pauvreté, enlever la maladie, qu'il y ait plus de paix sur la planète, qu'il y ait moins de pollution. Wow! T'es le premier qui me sort ça, puis c'est tellement vrai, parce que sinon tu peux bien avoir tous les pouvoirs inimaginables, mais si le monde est en déclin puis rien fonctionne. Tu peux pas être heureux. Exactement. Puis dernière question, tes objectifs, parce que pour ça, je pose pas la question à d'autres personnes, mais à toi, je suis sûr que tu en as beaucoup, mais tes objectifs d'ici 5 ans? Ben, d'ici 5 ans, ça serait de tout terminer la cité de Mirabel. Puis quelque chose que je travaille énormément puis que ça me touche vraiment beaucoup, c'est de voir tout ce qu'on voit en ce moment, la pollution dans l'océan, les déchets, le plastique, tout ça. Puis je suis en train de travailler un gros projet pour récupérer le plastique puis tous les déchets. Wow. Puis on devrait peut-être l'annoncer dans les prochains 12 mois. Ça c'est très avancé. Puis ça me tient vraiment à cœur. Puis peut-être aussi quelque chose dans le domaine de l'éducation pour pouvoir avoir un modèle d'éducation qui interpellerait les gens comme moi qui sont tout le temps, ils ont l'air perdus, mais dans le fond on n'est pas perdus, on est comme tellement une coche en avant que ce qui se dit en ce moment, ben, on écoute, mais on est déjà dans une autre dimension. Tout à fait. Alright, alors, Ray, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, la réponse à mes questions. Puis sincèrement, c'est vraiment inspirant. Alors, si vous avez des questions pour moi ou pour Ray, justement, pendant qu'il est sur ma chaîne YouTube pour la vidéo, n'hésitez pas à répondre. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et à Ray de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. T'es partout sur les réseaux sociaux, j'imagine, s'il y a des jeunes qui sont inspirés, qui voudraient... On est sur LinkedIn. On a un gros réseau sur LinkedIn. Je crois qu'on est rendu pas loin de 25 000 passés. T'es proche aux 30. À 30, c'est la limite, je pense. Je sais pas, hein? Ouais, je pense que 30, c'est la limite. Okay, ben, il nous en reste encore 5 000.
Après ça, on a toutes nos pages Facebook des projets. Les gens qui nous écoutent, si vous voulez nous aider, aussi, allez aimer nos pages de 700 condos locatifs, le projet Sky Blue Cité Mirabel, puis un autre qui est les villas de la Cité de Mirabel. C'est 3 projets qui nous tient vraiment à cœur, autant les autres, mais dans le domaine résidentiel, c'est les 3 projets. Si vous voulez aller aimer nos pages, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Yes. Ou aller les visiter dans les bureaux des ventes aussi. Exactement. Pour voir de quoi ça a l'air, puis comment que justement des courtiers comme moi peuvent vous aider à avoir accès à ces propriétés-là. Donc, merci encore une fois. Merci beaucoup. Et c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci beaucoup tout le monde.